Salutations, bienvenue dans DCP du ciné et des Potes. Votre émission bimensuelle de cinéma avec votre équipe composée de Fred, Julien, Jérémy Salut. et de moi-même, Owen. C'est l'épisode 50. Allez. 50e épisode et pour le coup, épisode normal. Oui. Donc par contre, on a quelque chose de très sympathique à annoncer. Nouvelle vague de Richard Linklater est sortie, donc là on va en parler dans cet épisode, et dans quelques jours on va interviewer l'un de ses acteurs, Mathieu Panchina, qui incarne Raoul Coutard. Donc si vous avez vu le film, vous voyez très bien qui est Raoul Coutard. Quelques jours après la publication de cet épisode, on va donc publier là, comme ça, notre interview de Mathieu Panchina. Soyez nombreux à venir voir ce que ça donne, et on le remercie chaleureusement de nous donner de son temps. Programme chargé pour cet épisode 50, puisque la proposition cinéma a été très cool ces 2 dernières semaines. On a Un simple accident, qui est donc la palme d'or de cette année, Nouvelle vague de Richard Linklater, Marche ou crève, Sirat, L'intérêt d'Adam. Et de l'autre côté, t'as Tronaris. Ouais, personne allait le voir. Non. Ah non, mais je disais juste que de l'autre côté, ça a l'air d'être bien de la daube. Mais ouais, mais je crois que je connais personne qui allait le voir. Par contre, moi je suis allé revoir Avatar 2. Ah, on sait ça, hein. On Ouais. sait le thème. T'as encore fait en Richard James Cameron pour rien. Non. Ils l'ont sorti pendant longtemps, là, le 2 Non, vraiment, ils l'ont sorti une semaine. Et je l'ai encore plus aimé et j'aurai quelques commentaires en plus à faire. Ok. Ah non. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur toutes les applications de streaming, sur Insta, TikTok. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à partager et mettre des étoiles. Et on lance cet épisode 50 avec Un simple accident de Jafar Pahani. C'est le premier film iranien depuis 97 qui reçoit la Palme d'Or. Le dernier, c'était donc Le goût de la cerise. C'est surtout le film d'un réalisateur contre son régime, donc Jafar Pahani, qui a tourné son film sans autorisation et en enfreignant certaines règles sur son territoire. Donc c'est un film courageux et dangereux pour son réalisateur. Et nous, qu'est-ce qu'on en pense ? ببین با من چیکار کردی کثافت آشغال اقبال پا قشنگه خدا تعالی اسمش گوشم هم نخورده. Iran de nos jours, un homme croise par hasard celui qu'il croit être son ancien tortionnaire, mais face à ce père de famille qui nie farouchement avoir été son bourreau, le doute s'installe. Alors je tenais à préciser que tous les films de Jafar Panahi, je le dis bien. Alors non, ça se dit Jafareux Paneuilli. Genre c'est Paneuilli. Bon, je vais la faire Après, on peut dire à la française, oui. Voilà. Jafar Pahani. Ouais. Voilà. Il galère, enfin, il est fait un peu en mode guerrier à tous ses films, hein, quasiment. Donc c'est pas le premier film qu'il fait en mode dans ce style-là. Autrement, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Bah, ayant vu très peu de la sélection cannoise de cette année, pour l'instant, entre ce qui est sorti et ce que j'attends, la Palme d'Or est pas du tout imméritée pour moi. Vraiment, je trouve que c'est un film qui est dans le dialogue tout le temps, mais à quel point je ne m'emmerde pas devant ce film parce que c'est tellement actuel, tellement bien rythmé en termes aussi, hein, bien rythmé. Pourtant, c'est que des plans longs pour la plupart de dialogue, mais à quel point je suis à fond dans l'histoire parce que j'y réfléchis. En fait, je réfléchis constamment pendant que les personnages parlent sur la légitimité de ce qui se passe et de ce qu'ils font. Moi, j'essaie de rattraper quelques films de Paneuilli avant de voir du coup Un simple accident. Moi, j'ai regardé Taxi Téhéran et Aucun ours. Et Aucun ours, c'est pas celui qui avait eu l'ours d'or. L'ours d'or, justement. Non, pardon, excuse-moi. Ou c'est Taxi Téhéran. Taxi Téhéran, c'est Ours d'or. Et Lion d'or, c'est Pour le cercle, mais un film en 2000. Et pour le coup, c'est vrai qu'Un simple accident, du coup, moi, à l'inverse de Jérém, je comprends pas trop pourquoi le film a eu la Palme d'or. Je l'ai trouvé super cool et le film se tient bien, mais c'est vrai que je me suis peut-être trop mis à comparer avec ses autres œuvres. Et j'ai un peu l'impression que moi, ce que j'aimais bien dans le cinéma de Paneuilli, c'est qu'il se mettait lui aussi en scène et qu'à travers ses fictions, il arrivait aussi à parler du fait de comment, en tant qu'artiste, on peut se mettre à créer de l'art dans un régime qui nous en empêche. Et c'est vrai que je pense que je suis un peu trop resté focalisé sur ça. Et donc, quand j'ai vu Un simple accident, j'ai un peu l'impression que, genre, comme le titre le dit, c'est genre un peu trop simple. Genre, les personnages, je trouve qu'ils restent un peu des stéréotypes ou des caricatures. Exactement, des stéréotypes qui n'arrivent pas forcément à avancer, à se dépasser. Et tout ce que j'ai vu dans le film, c'est des choses que j'attendais à voir en fait. Et je pense que du coup, ça m'a un peu mis sur la touche. La Palme d'Or est totalement politique, hein, par contre, ça, oui. On est d'accord. Hein, ouais. Mais de ce que je dis, de ce que j'ai vu de la sélection cannoise, ou de ce qui attend à être sorti, franchement, je suis pas sûr de voir mieux. Moi, je partage l'avis de Fred. Enfin, j'ai vraiment apprécié le film, mais je trouve que ça n'a pas la carrure pour être une Palme d'Or. Peut-être parce que le dispositif est trop simple. En vrai, je trouve qu'il y a vraiment une grosse scène marquante, c'est le final, qui pour le coup est très saisissant et qui fonctionne avec encore une fois, avec un dispositif très simple. Hein, c'est du plan fixe, mais c'est très bien pensé. Mais voilà, je trouve que ça n'a pas la carrure de ce que pourrait avoir une Palme d'Or. Et comme tu disais, oui, c'est forcément politique, dans le sens où je pense qu'il y a le fait que l'année dernière, Les Graines du figuier sauvage avait
pas du tout été récompensé. C'est-à-dire qu'on avait créé un prix en plus, on avait fait un prix spécial du jury ou je sais plus comment ils avaient nommé ça. Ils l'ont refait cette année. Hein. Ouais, ils l'ont mis en avant, mais il n'était pas dans les 3 grosses récompenses habituelles. Et c'est vrai que pour le coup, je trouvais que le film de Rassoulov l'année dernière, donc Les Graines du Figuier Sauvage, était beaucoup plus marquant. Et je trouvais qu'il avait beaucoup plus la carrure d'être une palme que le film de Panahi. Rien à foutre de la Palme d'Or. C'est un des meilleurs films de l'année. Ok. Moi, je trouve que en vrai, je suis pas allé le voir. Enfin, je suis allé le voir parce que c'est la Palme d'Or, mais en vrai, le cinéma de Panahi, genre, je le connais pas. Le cinéma iranien, j'en ai vu, mais j'ai pas eu encore de révélation par rapport à ce cinéma-là. Par contre, je trouve que vraiment un simple accident, genre réussir à condenser autant de qualité en un film. Et en fait, genre, tout à l'heure, on parlait de Twin Peaks avant d'enregistrer, et genre Twin Peaks a ce truc d'être une œuvre qui invoque énormément de genres à l'intérieur, genre d'être à la fois une comédie, un thriller, un truc horrifique. Je trouve qu'un simple accident, ça a ça. Genre, il y a quelque chose de très théâtral et de très joué. Il y a beaucoup d'humour et il y a beaucoup d'horreur. Mais c'est une tragicomédie en soi, mais c'est justement ça qui est un peu dommage, c'est que on en rigole un peu de cette accumulation de personnages qui s'entassent dans ce camion, mais en même temps, comme j'y reviens, mais je trouve que du coup il reste un peu des clichés d'eux-mêmes et donc tu restes trop focalisé sur ce truc tragicomédie, vous voyez. Ouais, mais le truc c'est que justement, moi souvent j'étais en mode est-ce que je suis censé rire à ça ou pas? Est-ce que j'étais en mode j'ai envie de rire, mais est-ce que j'ai le droit de rire à ça, tu vois, parce que c'est tellement... Parfois, il te sort des répliques sur... J'ai oublié le nom des personnages, je suis vraiment désolé. J'en ai 3, moi, si tu veux. Il y a Ali. Ali. Celui qui est le plus vindicatif. Ali qui est vraiment violent, qui est haineux. Ouais, voilà. Ouais, ça, c'est Ali. Voilà. Donc, vraiment, Ali, parfois, il te sort de ses répliques. Mais j'étais en mode... J'ai le droit de rire à ce qu'il dit ou pas? Parce que vraiment, il y a parfois, il te sort avec la traduction, mais... Je sais pas qui a fait les sous-titres, mais superbe traduction en tout cas. Mais voilà, je n'osais pas rire, alors que pourtant, ça me faisait rire intérieurement, tu vois. Enfin, c'est très fort. Mais en vrai, toi, tu parles de clichés. Moi, il y a pourquoi je dis que je m'en fous de la Palme d'Or? C'est parce que c'est la récompense d'un public très français, très occidental, donc très canne, surtout, à un film qui s'adresse absolument pas à nous. Et moi, je sais pas vous, mais moi, ce film-là, il m'a mis mal dans mon conformisme parisien. Parce que je suis tranquillement allongé, en plus c'était les salles MK2, BNF, là, allongé, incroyable. J'étais tranquillement allongé en train de regarder ce film-là, et je me disais, mais quelle horreur pour quelqu'un en Iran qui sait exactement ce qu'ont traversé les personnages, ce que tu décris comme des archétypes ou des clichés dans les personnages. Moi je vois que des personnages genre, qui sont gangrénés par des traumatismes. Et je trouve ça très fort en fait. Il y a de l'humour dans le fait que c'est quelqu'un qui kidnappe son ancien tortionnaire, qui sait pas exactement si c'est lui, qui va voir un de ses collègues pour demander est-ce que c'est lui. Ils vont voir un deuxième, est-ce que c'est lui. Ils savent jamais. Je suis pas allé en Iran, je connais pas genre l'environnement du régime iranien, mais en fait je trouve que c'est un super film sur l'indécision et la peur des conséquences que ça peut engendrer. C'est-à-dire que genre c'est des personnages qui luttent pendant 1h50 sur qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on le libère, on prend un risque innommable sur nos vies, ou est-ce qu'on le tue et on est des sales races. Et moi, voilà, le truc du doute, mais le doute persiste tellement. T'en viens toi-même à douter de est-ce que c'est vraiment cette personne-là ou pas? Parce qu'ils arrivent tellement pas à être sûrs d'eux, à part Ali, donc du coup, qui pour lui est sûr. Enfin, même moi, à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment lui ou pas? Est-ce qu'ils ont kidnappé la bonne personne ou pas? Alors que, très clairement, le film veut te faire comprendre que si, c'est la bonne personne. Et c'est vrai que ça tient en haleine du coup, parce que tu suis le récit, tu dis ah bah effectivement, qui est vraiment le tortionnaire Parce que c'est vrai qu'il y a aussi, tu disais des sales races, mais effectivement ils veulent pas le tuer, c'est un innocent, et ils veulent surtout pas refaire ce qu'ils ont vécu, tu vois. Donc il y a toute cette question-là qui... C'est ça, c'est répondre la haine par la haine, la violence par la violence. Et genre, comment au sein d'un régime qui est aussi répréhensible, comment tu te tiens en contre ce régime sans perdre ton humanité. Et je trouve que ça, c'est des considérations que nous, dans notre quotidien, on fait pas face à ces choses-là, tu vois. Mais je me dis, pour un Iranien qui subit ce régime-là, qu'est-ce que ça doit être costaud comme film. Après, je dirais que c'est pas tant une envie de vengeance sur le moment qu'ils ont, de le tuer ou pas le tuer, c'est surtout une volonté de compréhension. C'est surtout de comprendre pourquoi on leur a infligé ça. Et c'est toute cette explication-là, tu l'as dans le dénouement de fin, et c'est comment tu appliques une idéologie autoritaire, ultra-religieuse dans le quotidien. Mais je trouvais par exemple que, je reviens sur les graines du figuier sauvage, c'était encore plus intéressant parce que les graines du figuier sauvage te montraient comment l'échelle d'une idéologie d'État pouvait se perpétrer au sein même de la famille. Donc c'était encore plus vicieux d'une certaine manière.
Et moi, je propose aussi à ce côté de la voiture. Donc, il y a énormément de films iraniens qui utilisent la voiture comme un moyen de pouvoir tourner sans être surveillé par le gouvernement. Et je trouve que du coup, Panayi, il avait déjà fait Taxi Téhéran, qui est forcément le film le plus connu iranien, je pense, avec le goût de la cerise. Et je trouve que du coup, dans Simple Accident, il y a effectivement une camionnette, mais on n'a pas ce rapport-là avec le monde extérieur qu'il pouvait y avoir dans Taxi Téhéran, où tu arrivais vraiment à filmer en arrière-fond en fait toute la société iranienne et parler de la société, tu vois. Après, je sais pas, mais genre, moi, quand j'ai regardé Un Simple Accident, j'arrêtais pas de penser à toutes les voitures qui passaient autour. C'est super urbain parce que c'est tourné dans la rue, et genre, tu vois le trafic de Téhéran qui est super intense, alors que les personnages sont au milieu de cette jungle urbaine, tout le temps en mouvement, alors qu'ils ont un gars qui est caché dans leur van. Genre, t'as le van qui sert à dissimuler le film, mais t'as aussi genre l'intérieur même du van, c'est-à-dire genre la cachette du van pour cacher le corps. Je trouve que genre c'est... Si, ça fonctionne super bien quand même. Bah, à la limite, peut-être le seul moment, je spoil pas, mais il y a une séquence d'un hôpital qui peut peut-être justement un peu essayer de te dépeindre ce qui se passe en dehors même de ce récit qui est intime en fait, qui relie tous ces personnages, mais qui est vraiment propre à eux. Comment effectivement la société iranienne, elle gère par exemple l'hôpital, je sais plus ce qui est vraiment dit, tu vois. C'est surtout le fait que pour hospitaliser une femme, voilà. faut que son mari soit là. Exact, tu vois. Et t'as cette question à un moment que pose un personnage, mais c'est si je l'avais trouvée dans la rue, c'est-à-dire qu'on la soignerait pas. Non mais regarde, t'as la scène des deux policiers, t'as la scène du gars là à la station de gaz. Ce que tu vois, oui, c'est ça, c'est une. En fait, ce que tu vois beaucoup dans les régimes autoritaires, c'est que tu as énormément de corruption en fait. C'est un peu le paradoxe. Tu dis que vu que c'est des régimes extrêmement autoritaires, tu dois avoir un énorme contrôle, mais vu que tout passe par le contrôle, justement, tu as énormément de corruption. Parce que tu as des agents qui ont un énorme pouvoir, donc tu as beaucoup de laissez-passer et. Avec ces effets de cadeau, il leur demande à chaque fois de choisir la somme en fait sur les TPE directement. Oui, c'est ça qui m'a fait marrer, c'est qu'ils te sortent des TPE tout le temps. Et après, je te rajoute un petit zéro là ou pas. C'est vraiment, ça c'est drôle. Autrement, moi je trouve aussi que le film c'est un super effet domino. C'est genre un engrenage, genre le simple accident du titre et le simple accident du début du film, l'engrenage qu'il amène, je le trouve impressionnant. Et même toute la réflexion que ça amène, tu parlais tout à l'heure de la réflexion et comment c'est débattu à l'écran, moi j'ai trouvé ça impressionnant, de qualité d'écriture en tout cas. Donc le simple accident qui en vient à j'empire peut-être la situation. Non, et puis la manière dont chaque personnage entre en scène un à un, c'est-à-dire que tu parles de l'effet domino, mais c'est un personnage qui va le kidnapper, qui va avoir un autre personnage, puis un autre personnage va entrer en scène, puis un nani et nananer. Et à la fin, genre, ça crée une communauté où concrètement, il y en a un, je crois, qui doit apparaître au bout de 45 minutes de film quand même. Et ce que je remarque aussi beaucoup dans le film, c'est les qualités techniques, c'est-à-dire que non seulement il y a beaucoup de plans séquences que je trouve vraiment impressionnants, genre c'est vraiment des plans séquences faits pour laisser les acteurs jouer, mais aussi au niveau du sound design, parce que je trouve que, surtout vers la fin, mais moi, le bruit de fin du film, il me reste encore. C'est le gros moment marquant du film, pour le coup. Comment tu utilises la puissance du hors-champ, tout simplement. Et en quoi le hors-champ finalement est bien plus évocateur que le fait de montrer directement. Bon, les 3 derniers plans du film sont oufissimes. Bon, les 3 derniers plans du film qui représentent ce dernier quart d'heure en fait, qui est vraiment pour le coup très haletant. Moi je pensais aussi au plan dans le fameux plan qui donne l'affiche du film, là, le plan dans le désert, le fameux plan où Ali commence à faire toute une tirade, etc. Cette séquence-là, elle m'a marqué notamment grâce à la performance de l'acteur, mais c'est aussi genre à quel point la caméra elle laisse tourner, tu vois le soleil qui se couche, tu vois que c'est vrai, c'est du pur moment quoi, c'est exceptionnel je trouve, et avec l'antépénultième plan du coup. Ah mais moi c'est ce plan là qui me reste, en plus c'est figé, ça bouge pas, c'est la même lumière tout le long, et non ça et le dernier plan c'est des images genre c'est des trucs qui me resteront de l'année 2025. Et j'ai une question sur le dernier plan et donc potentiellement sur la fin, il est là ou pas? C'est ça qui est cool, c'est que ça laisse l'ouverture. Il l'est totalement, mais la question c'est de pourquoi il est là. Ouais, parce que tu vois une voiture arriver. Parce que tu sais, avec le bruit, tu sais qu'il est là de toute façon, mais c'est la grosse question, et c'est là où je trouve la fin très intéressante. C'est que là, le film prend un côté méta, de la même manière que pouvait le faire Histoire de Suleiman, c'est-à-dire qu'en fait, la fin, elle est à trouver dans le monde réel. Et c'est-à-dire que là, la fin, actuellement, ce que te dit en fait le film, la grosse parole du film, c'est est-ce qu'on peut dépasser les horreurs qui ont été commises par des membres du régime? Est-ce que y a-t-il derrière ces figures d'autorité des êtres humains quand même? Et en fait, là, la question elle est simple, elle est à retrouver directement dans la réalité, c'est comment en fait le régime iranien prend le film de Panayi en fait. Donc l'idée ce serait soit le film est selon comment le film est reçu par le gouvernement, ça te donne plus ou moins une idée de la fin.
ou aussi selon si toi tu es optimiste ou pessimiste, est-ce qu'il y a une chance de traverser les horreurs d'un régime autoritaire ou tu es condamné en fait à subir en fait le régime. Et c'est intéressant quand tu disais, Owen, que tu pensais à comment un Iranien il pourrait recevoir le film pendant que toi tu étais dans le cinéma allongé. Mais en fait, un Iranien en Iran, il va pas voir le film au cinéma, tu vois. En fait, je suis bête. Il va trouver peut-être des copies pirates, il va essayer de le regarder, mais c'est vrai qu'il y a vraiment une manière de voir des films en Iran qui est pas du tout la même pour nous. Et c'est vrai qu'on a la chance, en tout cas, de voir ce film dans des compétitions et voilà. Mais moi, des fois, je me déteste quand je vois des films comme ça. Parce que, franchement, enfin, tu vois, ce genre de film-là, c'est des gars qui galèrent à faire leur film et qui veulent te témoigner une situation qui se passe actuellement dans un pays où nous, on n'y est pas. Ils sont là en mode aidez-nous, et nous, on est là en mode haha, il est très bon ton film. Ouais. Ah ouais, tu peux pas faire grand chose en termes culturels à part favoriser les films et par exemple donner une palme d'or, c'est la seule chose que tu peux faire pour le coup. D'ailleurs, il représentera la France aux Oscars. C'est vrai que c'est majoritairement des investissements français, mais c'est un peu s'approprier le travail d'un Iranien, quoi. Donc, C'est ça, c'est vraiment genre si le film reçoit un Oscar à cette catégorie et que les gens disent ah alors ça y est, la France a son Oscar. Il y a ce côté un peu effectivement la France représente l'Iran, c'est un peu chaud, mais en même temps au moins ça permet au film d'exister peut-être aux États-Unis. Et en même temps, ce que tu disais justement, tu disais qu'on fait rien, mais c'est le seul truc que tu peux faire, c'est si tu fais représenter un film par la France en Iran, ça lui donne beaucoup plus de cachet. Oui, il y a le rayonnement international. Ouais, après moi je trouve ça dommage parce que c'est un peu comme le film l'année dernière d'Audiard, je trouve ça dommage d'avoir des films qui représentent la France mais qui ne se passent pas en France, qui n'utilisent pas d'acteurs français, pas de décors français, même si la boîte de prod est française. Je trouve ça un peu dommage pour le coup. Bah après, Audiard, c'était qu'en studio, mais bon, ça représentait effectivement un pays qui n'était pas la France. Mais tu vois, au moins, le réalisateur était français, quoi. Ouais, mais ça, tu vois, tu prends l'exemple de Nouvelle Vague, il était en liste, par exemple. Nouvelle Vague, c'est un Américain qui le réalise, mais tu vois, c'est un film sur la France. En français, je trouve que ça a plus de cohérence à représenter la France aux Oscars. Voilà. Après, c'est des détails, parce qu'on va pas relancer le débat sur les récompenses, mais ça reste secondaire. J'ai pas plus qu'à rajouter à Simple Accident. Pour le moment, c'est dans mon top 3 de l'année. Bah, en tout cas, moi, je vous conseille vraiment de voir ces autres films. J'en ai vu que 2, il y en a beaucoup d'autres. Mais pour le coup, vous verrez que dans ces autres films, déjà, Panuyyi se met en scène, vraiment. Et il parle vraiment de l'acte de créer, vraiment foncièrement et frontalement, en fait. Et pour le coup, Aucun ours, c'est vraiment intéressant. Ça vous parle de Panuyyi qui veut faire un film, mais qui est obligé d'être à distance du lieu où il tourne son film parce qu'il n'a pas l'autorisation d'être dans ce pays. Et Taxi Terran, c'est effectivement Panuyyi, même chose, qui joue un taxi et qui essaie de rencontrer des habitants de Téhéran. Bah alors, c'est des acteurs, hein, mais ça reste hyper intéressant. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou on met les chiffres ? Alors pour Un Simple Accident, je vous avoue que c'est peut-être un peu compliqué de trouver un budget pour un film comme ça, donc je vais pas forcer je vais pas tenter à dire un chiffre qui sera très probablement faux. Sachez qu'en tout cas, pour la première semaine en France, il a fait 221 743 entrées, c'était le premier des nouvelles sorties de la semaine, et que pour l'instant, au niveau mondial, il est à environ 1 600 000 $ de recettes, voilà. Avec majoritairement la France, parce qu'on est l'un des premiers pays à avoir eu le film sur notre territoire. Donc tu vois, le côté de l'avoir décerné à la Palme d'Or fait que le film marche quand même un peu. Oui, 200 000 entrées, c'est super bien. Ah, ça. Non, puis Tu veux effectivement. que je te donne le nombre de moyennes par copie, pardon, excuse-moi. Maintenant. Ah ouais, vas-y. 739 entrées par copie, c'est exceptionnel quand même, je pense. Donc peu distribué. À 300 copies, ouais. Mais effectivement, si le film est présenté aux Oscars, les Américains vont être en mode Hey, what is that? Bon, après, ils avaient vu Les Graines du Figuier Sauvage aussi, hein, ça a été présenté aussi l'année dernière. Ils s'en battaient les couilles. Bah, il a été nommé, meilleur film international. Ah bah oui, c'est vrai. Alors, mauvaise langue. Donc c'est peut-être ça l'objectif finalement. Ok. Peut-être. Bon, on va passer à la nouvelle vague. On a un grand fan de Richard Linklater avec Julien. On a un grand fan de Godard avec... Personne. Qu'est-ce qu'il veut le faquin là? Personne. Bon, Richard Linklater vient de sortir Nouvelle Vague, qui retrace la genèse d'À bout de souffle, le premier long métrage de Godard et chef de file de ce mouvement cinématographique qui aura influencé le cinéma jusqu'à encore aujourd'hui. Est-ce que Richard Linklater le rend bien? Entrons dans l'histoire du cinéma. Oh! Moteur, Raoul. Moteur, Raoul. Moteur, Raoul. Moteur, Raoul. Moteur. En 2 semaines, on a eu 8 demi-journées de travail. D'ailleurs, je pourrais très bien vous laisser tomber, vous et votre film. Vous commencez à comprendre. L'histoire de Godard tournant à bout de souffle, racontée dans le style et l'esprit de Godard tournant à bout de souffle. Qu'est-ce que c'est que ce synopsis nul? En même temps, c'est juste la jeunesse d'À bout de souffle, finalement. C'est un making-of, hein. Tout le monde a dit c'est un making-of. Mais en même temps,
Bon, c'est bien comme making-of. Bah, moi, c'est un des meilleurs films de l'année que j'ai pu voir. Ah ouais. Bah, en fait, pour le coup, c'est assez surprenant parce que sur le papier, ça n'a rien de vraiment très intéressant de faire un film sur à bout de souffle. Mais en fait, Linklater arrive à faire un film qui est à la fois un biopic, qui est à la fois une comédie, qui est à la fois un film sur le cinéma. Donc en fait, il arrive à tout réunir et à très bien le réussir, notamment parce qu'il y a une superbe interprétation d'acteurs. Je trouve, voilà, c'est parce que il y a les acteurs et parce que ce noir et blanc, je trouve super pétillant dans le film, et que bon aussi, il arrive très bien à retracer le Paris de 59. Mais non, c'est un film qui est très chaud à regarder. C'est un film, tu te demandes peut-être un peu, genre, c'est quoi le but ? En même temps, genre, tu passes un très bon moment. Mais en fait, c'est ça, c'est que finalement, si tu en sors vraiment, c'est une énorme comédie finalement. Et c'est vachement drôle, moi je trouve comme film, on rigole beaucoup sur comment on fait ce film. Et je trouve qu'à la fois c'est une porte d'entrée pour la nouvelle vague, c'est-à-dire que si tu connais un peu la nouvelle vague, tu vas voir toutes les têtes présentes, je veux dire tu vois Truffaut, tu vois Bresson, t'as plein de easter eggs de cinéphiles, et en même temps si tu connais rien, bah, ça peut te donner quand même envie de comprendre, parce que le film te dit jamais vraiment pourquoi À bout de souffle c'est un film ultra important dans l'histoire du cinéma. Si tu le sais, si tu connais un peu la nouvelle vague et tu connais un peu Godard, tout ça, tu sais que c'est important parce que le film est tellement expérimental qui va lancer, ce qui est déjà lancé par Truffaut un peu avant, mais le côté ultra vivant de la nouvelle vague, c'est-à-dire des caméras portées à l'épaule, des plans directement tournés à même Paris. Ce qu'on apprend dans le film, c'est que le film, déjà, le son il a été synchronisé après, c'est-à-dire que tout est tourné muet. Et ça, bah, quand tu le sais, tu sais pourquoi c'est important, et si tu le sais pas, bah, ça te donne aussi envie de comprendre pourquoi c'est important. Préambule à tout ce que je vais dire sur Nouvelle Vague, je n'en ai rien à foutre de Jean-Luc Godard, je n'en ai rien à foutre de la Nouvelle Vague, et j'ai pas vu À bout de souffle. Voilà. Autrement, j'ai pas rigolé. Dommage. Oh, ça va être difficile après. Après, à bout de souffle, c'est pas un très bon film en soi. Hein. C'est un film iconique pour toutes les expérimentations que Godard lance, mais ça reste un film expérimental. Hein, après, j'ai dit que j'ai pas rigolé, j'ai pas dit que j'ai passé un mauvais moment. J'avoue que j'ai apprécié le film quand même un minimum. Mais c'est vrai que quand le film te touche absolument pas, que c'est un sujet dont t'en as rien à faire, et même s'il le traite bien, hein, je suis pas le public cible. Mais moi, j'ai envie de te dire, moi non plus, parce que après, moi, j'adore Linklater aussi, c'est peut-être ça mon biais. Parce qu'en soi, moi, Godard, j'aime juste Pierrot le Fou. Pour le reste, j'ai vu À bout de souffle, mais je trouve ça très intéressant pour ce qu'il apporte, et c'est esthétiquement, historiquement au cinéma, mais en tant que film, ça reste très inabouti finalement, À bout de souffle, mais c'est un de ses premiers films de Godard. J'aime bien Truffaut. Mais voilà, c'est tout. Ah ouais. Oui, bah, Truffaut, c'est sympa. Les 400 coups, c'est bien. Le dernier métro, Jules et Jim, c'est sympa. Enfin bref. Et du coup, moi, tu vois, je suis pas forcément le public cible, mais je trouve que le film arrive à t'intéresser malgré tout. Et parce que moi, je trouve qu'il y a une ambiance, il y a cette ambiance fin des années 50, début des années 60, de la bande de potes. En fait, moi, ça m'a rappelé les années de fac. C'est-à-dire que t'es avec ta bande de potes, t'es au bar et t'es là en train de te dire, bah, je pense à mon prochain scénario, au film que je veux faire. Et c'est aussi un film qui te donne envie de faire du cinéma, parce qu'en fait, tu te rends compte que en fait, t'as pas besoin de grand-chose pour faire du cinéma. Moi, je suis d'accord là-dessus. Ça donne vraiment envie de se remettre au cinéma. Et pareil, ça m'a rappelé les tournages qu'on faisait un peu nuls, et ça m'a rappelé mes cours de fac. Mais moi, je me suis rematé À bout de souffle 2 jours avant de me faire Nouvelle Vague. À bout de souffle, je l'avais vu en cours du temps du lycée. Et c'est un film qui m'avait fait un peu d'effet quand j'étais au lycée, parce que on va dire que ça dynamitait beaucoup de choses par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Maintenant, je trouve qu'À bout de souffle, c'est totalement éculé. C'est un film qui est ultra référencé, qui a énormément de références d'avant. Tu sens que Godard, c'est un cinéphile, et c'est un film qui dynamite beaucoup de choses au niveau du montage. C'est surtout le montage qui est intéressant dans À bout de souffle, moi, je trouve. Mais je trouve que je suis tombé sur un bon commentaire qui disait que c'est un film de sale gosse, dans le sens où c'est un film qui veut se mettre à compte au cours de beaucoup de choses, mais qui n'a pas de substance, ou qui n'a pas de message, qui n'a pas de sens en fait. Et c'est ce qu'est Godard en fait tout le long du film, un sale gosse qui veut pas écouter les producteurs, un sale gosse qui arrive sur le tournage qui dit bon bah c'est bon, c'est fini, après 2 heures ce que j'ai plus d'idées. C'est ce qu'est Godard en fait tout le long de ce film. C'est ça. Et du coup tu m'as fait oui, non, il y a un truc qu'ils ont pas gardé de Godard quand même dans Nouvelle Vague, c'est le Godard misogyne. Parce que moi je suis désolé, À bout de souffle, ça me gonfle. Oh oui, ça je peux comprendre. Godard de manière générale, c'est un gars que j'exècre. Je trouve qu'en fait Godard, on lui a donné un très grand statut qu'il mérite ou pas. Genre il a eu une influence quand même qui s'est retracée derrière chez les Movie Brats avec Scorsese, tout ça. Mais je trouve qu'on l'a mis sur un piédestal, et plutôt que d'apporter plus au cinéma, il a décidé de pisser sur tout le monde et de se sentir supérieur à tout le monde. Je trouve qu'il a fait plus de mal que de bien au final. Et je trouve que justement, Nouvelle Vague le rend bien, parce qu'il te dépeint pas dans forcément Godard comme un génie subversif. Il te dépeint, enfin, tu découvres le film, Godard, il a la haine,
parce que Truffaut est en train de connaître un succès retentissant avec les 400 coups, et que lui, il a toujours pas fait de film. Ah oui, c'est ça. Et en fait, il va faire son film, mais Godard, c'est une fraude. En fait, c'est une fraude parce qu'il se lève le matin, il a pas d'idée, et plutôt que de dire à son producteur j'ai pas d'idée, il va lui dire non, il va faire du flipper, son producteur va le voir et il lui dit oui, j'ai mal aux dents. Ça le fraude. Mais le cinéma avec la caméra. Il vient de Marseille, ton Godard. Oui, c'est vrai. Fais Godard, toi. Ouais, je sais pas le faire, Godard, j'ai fait de voix. Un peu là. Tu l'as bien fait tout à l'heure. Tout à l'heure, quand j'imitais Godard qui fait Tarantino, c'est un faquin, le pauvre garçon, s'il est heureux comme ça. Voilà. Non, mais ce qui est bien, ce que je trouve intéressant, c'est que Linklater, il en fait, il n'est pas non plus dans le panégérie, c'est comme ça qu'on dit ? Oui, le panégérisme. Ouais, il n'est pas non plus comme ça. En fait, il te montre ce qu'est Godard, mais lui, il se concentre vraiment sur ce côté, comment tu fais un film avec très peu de moyens, et ça, j'aime beaucoup, puisque le cinéma de Linklater, de base, c'est ça, c'est le premier film de Linklater, c'est lui qui se filme pendant un road trip. C'est les premiers films de Linklater, c'est ça, et tout ce que va faire Linklater ensuite, c'est Boyhood ou Before, c'est faire des tournages très longs avec les mêmes acteurs et les acteurs qui participent au développement eux-mêmes du scénario et du film. Non, mais tu sens que c'est cohérent dans la filmo de Linklater, puisque ce qui intéresse Linklater, finalement, c'est les tournages un peu atypiques, et celui de À bout de souffle en est un totalement, quoi. Mais je comprends totalement que ça puisse te passer totalement au-dessus, en fait. Mais moi, vu que j'aime bien Linklater, et que je sais que les nouvelles vagues, ça fait partie de ses influences, je trouve qu'il rend ça très bien, et qu'il arrive à rendre un sujet qui avait tout pour être sans intérêt, qu'il arrive à le rendre très comique, très agréable à suivre. Tout à fait divertissant. C'est ça. Et puis voilà, qui tient surtout pour ses acteurs. Moi, je trouve que la performance, que ce soit Belmondo, Godard, Seberg, les acteurs sont assez impressionnants. Variety a pris l'acteur Guillaume Marbeck là, et on a fait l'a inclus dans les 10 acteurs qu'il va falloir suivre prochainement. Et effectivement, j'ai un pote qui a interviewé Marbeck et Zoé Dutch, je crois, du coup. C'est Zoé Dutch. Pour Télérama, il les a interviewés. Ouais. Il est ressorti de l'interview en me disant, mais genre, ce mec-là, c'est Godard, quoi. Dans son attitude, dans sa manière de s'exprimer, c'est Godard. Et je trouve que Aubry Dulin, le gars qui fait Belmondo, genre, j'ai absolument envie qu'il fasse d'autres films. Parce que le gars, il a capté parfaitement l'aura de Belmondo, quoi. Cette mâchoire en avance, cette bonhomie, genre... Cette tonalité de voix... Ouais, et puis genre ce côté tout à fait appréciable du personnage, genre sympathique, rigolard... Voilà, moi j'aime beaucoup ces interactions avec Zoé Dutch par exemple, en Jane Seberg. Moi c'est vraiment pour ça, genre je m'éclatais avec les acteurs et j'avais envie de participer au tournage avec eux. Pour moi c'est une sorte de gros easter egg de cinéphile ce film et ça fonctionne en fait très bien. Je pense que l'effet de surprise fait que je l'apprécie encore plus, que c'est pas un film qui aurait dû marcher en fait quand tu le dis. Les gens l'ont détesté, je crois, à Cannes, il était vraiment à Cannes, il y a eu une grosse standing ovation, mais les premiers retours presse de l'époque étaient pas super bons, mais je trouve que tu vois, très agréable comme film. Pour un film dont j'en entendais rien et dont je me disais d'ailleurs que le trailer ne présageait pas grand chose de bien, finalement, tu vois, genre c'est limite un film que je me rematerais bien avec plaisir, quoi. Ouais, mais tu ressors de la salle avec un smile, en fait. C'était vraiment agréable de suivre ce tournage. Est-ce que ça donne envie de regarder d'autres films de la nouvelle vague et de s'intéresser aussi à ce qui a pu... Moi, c'est ce que je dis, je trouve que ça te donne envie de t'intéresser. Après, par contre, ce qu'il faut le dire, c'est que le film n'est pas du tout tourné comme un film de nouvelle vague. Ah oui, c'est ça. C'est que c'est pas un film où Linklater va te faire des trucs au montage, des jumps, des cuts comme fait Godard ou une façon de filmer. En fait, c'est une façon de filmer très simple. C'est pour ça que t'as les gens qui disent que c'est une sorte de making-of d'À bout de souffle, parce que c'est un peu ça. Mais même Linklater le disait, c'est comme si à l'époque il avait pu faire un documentaire sur le plateau d'À bout de souffle. Ouais, c'est ça que je trouve un tout petit peu dommage. Ouais, c'est ça, c'est qu'il n'ait pas essayé de mettre la forme avec le fond ou le fond avec la forme. Enfin, voilà. Ouais, mais justement, j'étais très curieux de voir avec ce film si il adoptait un style de montage plus formel, proche d'À bout de souffle, ou s'il décidait de rester très didactique. Et en fait, je me posais toute la question pendant le film si c'était une bonne chose qu'il soit très formel, très classique. Et je pense qu'en fait, c'était un bon choix. Parce que s'il avait décidé de faire un film comme À bout de souffle, ça aurait été insupportable. Est-ce que c'est pas une bonne transition pour le film d'après ? Tu veux couper comme ça ? On est en pleine discussion. Désolé, excusez-moi, je vous dis juste que c'est intéressant la discussion de dire est-ce qu'on doit rester didactique ? Parce que dans le film, Godard, quand tu bouges un seul objet sur le tournage, il pète un câble. Ah ouais. Et quand la script lui explique qu'il est en train de briser la règle des 180 degrés et qu'au montage ça va être une catastrophe, il engueule la script. Voilà. C'est le cinéma, c'est la vision du futur. On va décloisonner toutes les règles du cinéma. Mais du coup, voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as toutes les réflexions de Godard sur le cinéma. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on aime pas, mais par contre, c'est toujours très intéressant toutes les réflexions
réflexion cinématographique que tu peux avoir. Bah, typiquement, tous les conseils que peuvent lui donner Melville, Bresson, Rossellini sur le cinéma, sur comment tu gères un montage, que Godard il est Oui, oui, je vous admire beaucoup, et je vais suivre vos conseils. et qu'une fois qu'il arrive sur le plateau, il pisse sur tout ce qui bouge. Mais c'est un personnage quand même attirant, hein, quand même. Tu te dis, c'est un connard, mais t'as envie de le. Ah, mais il est dans le film, enfin, tu prends plaisir à le suivre, moi je trouve, mais il est atypique. Ouais. Puis enfin, j'aime bien la dernière image du film où il serre la main à François Truffaut comme si ça y est, ils sont sur un pied d'égalité. Les deux, c'est tous les deux des réalisateurs. Après, parce que nous, on connaît la suite de l'histoire, on sait que Godard et Truffaut, ça va totalement se briser en mille morceaux. Mais là, t'es encore à cette époque où ils sont en fait, t'as toute cette rédaction des cahiers du cinéma qui sont tous ensemble, main dans la main. Ils vont au cinéma, qui sortent du shampoo ensemble. Attends, c'est pas ça le dernier plan du film. Après, t'as un. Qu'est-ce qui s'est passé après oui, que je trouve un peu pathétique. C'est l'effet biopic, ça. Et c'est pour ça, ouais. D'ailleurs, tout à l'heure, je parlais avec un collègue, et promis, après, je te donne la parole. Non, justement, le film se termine en mode l'année qui a suivi la sortie d'À bout de souffle, on a vu 163 nouveaux premiers films de réalisateurs. Non, les 3 ans après. Les 3 ans après. Ok. c'est déjà beaucoup. Et en fait, je trouve ça énorme. Ouais, et justement, j'en parlais avec un collègue tout à l'heure, et il me dit oui, mais en fait, c'est pas forcément qu'il y ait une émulation plein de jeunes réalisateurs. C'est juste que les producteurs, ils ont vu qu'À bout de souffle marchait du feu de Dieu et qu'ils ont vu un modèle économique qu'ils allaient pouvoir reproduire, c'est-à-dire des films pas chers filmés dans les rues de Paris. Il y a un peu des deux, mais c'est vrai que faut pas donner crédit tout entier à bout de souffle sur ce truc-là. Et François Truffaut est un meilleur réalisateur. Voilà. On a compris que t'aimais pas Godard. Hein. Non, je déteste Pierrot le Fou, je suis désolé. Moi j'aime beaucoup Pierrot le Fou. Le mépris, pas vu. Alors, tu voulais parler... Non, je veux intervenir, j'ai les chiffres. Hein. Ah oui. Ah bah oui. Bah oui. J'ai que les chiffres du premier jour France, mais bon, sachez que pour son premier jour, qui était donc le 8 octobre, il a fait 256 entrées. C'était le 5e des nouvelles sorties du jour. Derrière Gabi et la Maison Magique, le film, C'était mieux demain, Super Grand Prix et Tron Ares. Oh là là. Le pauvre, attends. c'est horrible. Tron Ares, c'est le premier ? Non, Tron Ares, c'est le 4e. Ah. Et qui se rappelle de Trône l'héritage ? Je sais pas, je l'ai pas vu. Je m'en fous. Mais pourquoi ils ont ressuscité Trône ? Bah, c'est parce que genre Jared Leto. Trône, pardon. C'est parce que Jared Leto, il avait envie de faire Tron, du coup il a produit un film Tron. Ah, Jared Leto. Pour être dedans. Mais qui en a rien à foutre ? It's Morbin Time. Ah non, Allez. Voilà. C'est horrible. Donc c'est pour ça. Moi, j'aimerais bien que le film fasse plus de chiffres que ça, tu vois. On verra. Wait and see. Ouais. Non, mais allez voir Nouvelle Vague, c'est chouette. Bon voilà, vas-y. On t'a coupé deux Non, fois en fait, ta transition. j'ai spoil un peu mon avis sur le film d'après. Je sais même pas si c'est le film d'après. Si, c'est Sirat. Ah non. Oh merde. Bah, c'est quoi ? Je voulais te parler de Marche ou Crève, moi. Ah, moi j'avais mis Marche ou Crève en dernier, mais si tu veux, On se lance sur Marche ou Crève. Alors, on part sur Marche ou Crève. Vas-y. Bah, écoutez, les gars, c'est donc ce débat de se dire est-ce qu'on fait un film didactique ou un film qui lance et qui essaie de mettre en scène quelque chose, même si c'est un pari difficile. Désolé, Marche ou Crève, j'ai bien aimé, mais il ne met pas en scène le film. Le film n'est pas mis en scène. Il évite le truc parce qu'il a trop peur de vouloir mettre en scène un bouquin qui est impossible à mettre en scène. Tu l'as lu ? Je l'ai lu, ouais. Ouais, on l'a tous lu alors. Ouais, On l'a tous lu, on l'a tous regardé. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Vas-y, Jérémy. Moi, je préfère le film au bouquin, très clairement. Moi, j'aime pas l'écriture de Stephen... en tout cas, sur Marche ou Crève, moi, ça fonctionne pas, l'écriture de Stephen King, pour moi. Donc, franchement, si tu me condenses le temps que j'ai pris en lecture sur un film de même pas 2 heures, je suis très content. Ok. Et non, en vrai, en ce qui concerne le film en lui-même, oui, c'est super répétitif, mais franchement, je trouve pas ça... comment dire ? Je trouve redondant ? pas... Ouais, non, même redondant, mais même, je trouve ça pas gênant. Ouais, lassant, voilà, ça. Je trouve pas ça de lassant. Ça se tient. Pour le coup, j'ai regardé le film et je l'ai apprécié, tu vois. J'étais mécontent de ce côté-là, mais j'ai mis un j'aime pour le film. Enfin, j'ai réussi à suivre la chose parce que c'est vrai que Stephen King, j'ai l'impression quand même que dans sa littérature, le plus important, c'est quand même les personnages en soi. Et donc, c'est vrai que même si la mise en scène m'a un peu laissé perplexe, on retrouve quand même les personnages qu'on avait dans le bouquin et c'est hyper bien développé. Et je sais pas ce que t'en as pensé de toi, Owen, vu que Owen c'est le grand fan. Je le vois sourire là, il va tout lâcher là, il va tout dire. Ouais. Déjà, il était à 2 doigts de me défoncer quand j'ai dit que j'aimais pas son écriture. Ouais, non mais Marche ou Crève, je l'ai lu. Ça a été le premier, je crois, livre de Stephen King que j'ai lu. Et pour le coup, ouais, ça m'avait vraiment laissé sur le cul. Genre tout le livre était vraiment, j'étais à fond dedans. Et c'est vrai que j'attendais quand même peut-être d'un film qui essaye de proposer quelque chose en termes de mise en scène. Peut-être ça mon seul regret, tu vois, pour le film. Bah écoute, moi, Marche ou Crève, ouais, c'est pas un des premiers que j'ai lu. Du Stephen King, j'ai dû en lire genre 25 au total.
mais c'est du très 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 haut niveau. Et en fait, c'est un film que j'ai attendu super longtemps. Parce que avant, c'était Frank Darabont qui voulait le faire, il s'est cassé les dents. Ensuite, il y a eu Mike Flanagan qui a voulu le faire, ça n'a pas marché non plus. C'est marrant, c'est que des gens qui ont déjà adapté du Stephen King. Ah oui, non, mais c'est le sacerdoce de tous les réalisateurs qui voulaient faire du King, quoi. Parce que tu dis, Marche ou crève, c'est un des seuls grands romans de King qui n'avait pas adapté au cinéma. En même temps, il y a une raison, et c'était un exercice super complexe, quoi. Moi, je trouve que ça tient bien, en fait. Parce que... au-delà, genre, en fait, je trouve ça curieux que ce soit Francis Lawrence, du coup, qui l'adapte, parce que le gars, il a fait les Hunger Games, donc quelque part, genre, ça rentre un peu dans ce moult de jeux mortels, et il s'est déjà fait la main pas mal sur les Hunger Games, et je trouve que il s'en sort plutôt bien, juste en matière de suspense, en matière de faire traîner la durée sur un simple jeu de les gens marchent, quand ils s'arrêtent au bout de des heures, des jours, des nuits, ils se font flinguer par l'armée. Et je trouve que ce côté un peu inéluctable du fait que à la fin il n'en restera qu'un, il le rend très bien. Et puis ouais, toutes les thématiques de King sont là, c'est-à-dire tous les personnages forts du bouquin, tu les retrouves et je trouve qu'il les rend super bien. Genre Peter McBride, je suis super fan du personnage, Ray Garrity aussi, enfin tout ce qu'il y a autour, en fait, je trouve qu'il le rend bien, quoi. Tout King est là, et vu que j'adule King, comme Life of Chuck, quoi, tout est là. Moi franchement, j'ai été assez surpris sur le fait que il était jusqu'au boutiste dans le sens où vraiment c'est marche ou crève, il y a que de la marche quasiment dans le film, sauf à un moment parce qu'il s'est dit putain je sais pas quoi faire. Ça c'est bête. De foutre un flashback, quoi. Oui, c'est ça. C'est dommage parce que je me suis dit il y aurait pas ça, j'aurais dit au moins le film a le mérite d'avoir fait que de la marche, tu vois, enfin d'avoir fait quasiment que de la marche. Exit 8 syndrome. Ouais. C'est vrai, il y a un peu ce concept là, mais c'est vrai que moi ma crainte c'était que ce soit un peu les codes du cinéma commercial qui prennent le bouquin et qui enlèvent tout le bon côté du livre en fait, tu vois. Ouais, mais c'est là, la seule erreur au final, c'est de vouloir un peu plus contextualiser le monde dans lequel on est. Parce que dans le bouquin, c'est vraiment, il y a cette épreuve-là. Tu sais pas ce qu'il y a autour dans le monde, mais il y a ce truc-là, et il y a tous ces jeunes qui veulent l'aller. Ça fait partie de l'intrigue, le pourquoi il y a cette longue marche, ou c'est expliqué justement, dans le film, il explique. Il explique. Ah non, c'est pas expliqué dans le... Ouais. Tu le comprends un peu ce délire de crise économique, politique... C'est un peu comme Battle Royale, c'est jamais expliqué en... Alors si, dans Battle Royale, ils te le disent dans le bouquin. En fait, tout le temps, Battle Royale, ça s'ouvre littéralement par un texte qui te dit qu'il y a un gros fossé générationnel, et que ça s'ouvre comme ça, la jeunesse... oui. Non, mais tu vois, ils en parlent, mais après ils reviennent pas dessus dans Battle Royale. C'est ça qu'il veut dire, c'est qu'en fond, on va pas en reparler, tu vois. C'est plus pour poser le contexte et après développer un film. Alors que là, t'as Mark Hamill qui déboule tous les 15 minutes. Ouais. Mais un des trucs très forts chez King, c'est qu'en fait, les personnages sont mus par une destinée. C'est très King. Les personnages, ça leur arrive de faire des trucs. Il y a ça dans La Tour Sombre, il y a ça dans ça, où les personnages font des trucs qui est presque genre dirigé par une main divine. Et en fait, c'est de ça dont parle Marche ou crève, c'est-à-dire que tous ces gamins-là sont dirigés vers ce truc, ils savent même pas pourquoi ils sont là, mais ils le font parce que genre c'est presque naturel, tu vois. C'est presque primal. C'est de l'endoctrinement surtout. Ouais, on les a conditionnés aussi. On les a conditionnés et ils ont l'impression que c'est que par ce moyen-là qu'ils vont pouvoir prouver aux autres qui ils sont. Et... Ouais, mais ça c'est moins présent dans le bouquin. Et l'autre grosse erreur du film, c'est Mark Hamill. Ouais. Ça c'est mauvais. Alors moi aussi, j'avais une question parce que c'est vrai que le livre, je l'ai lu il y a vraiment longtemps. Là, je peux spoiler la fin du livre en soi. Parce que pour moi, j'ai l'impression... La fin verte. On est totalement d'accord que la fin du livre n'a rien à voir avec la fin du film, non ? non ? Oui, très clairement. Non, c'est ça, ils ont changé la fin. Et justement, je trouve ça horrible, genre. Moi, je suis content. Ok. Parce que, justement, en fait, tout le film, je défilais en mode « Ah là là, quand ça va arriver, je vais avoir le cœur brisé. » Et en fait, le film, il m'a surpris. Et j'ai quand même eu le cœur brisé. Donc, j'ai eu les mêmes effets que j'ai eu avec la fin du bouquin, mais avec un paiement différent. Okay. Je trouve que ça passe très bien. Sans spoiler, mais j'ai l'impression que moi, j'aimais beaucoup la fin plus pessimiste du livre. Oh bah, elle est tout aussi pessimiste. Hein. Ah oui. Il y a juste une satisfaction. Voilà. Offerte par un coup de feu. C'est ça. Mais tu vois, ce côté très fantomatique, tu l'as encore. Cette satisfaction, j'ai l'impression que même chose, c'est vraiment parce qu'on adapte un livre à un spectateur de film et qu'on veut pas lui faire du mal ou qu'il sorte de la séance en étant un peu encore plus pessimiste. Grand public. C'est ça. Et tu vois, j'étais un peu en mode moi j'avais adoré cette fin justement. Cette fin où ça se termine effectivement d'une manière horrible et où tu dis je sais pas de spoil. Excuse-moi, grand public, quand tu vois ce qui est montré, le film est pas grand public. Hein, alors excuse-moi, grand public non, mais commercial plutôt, pardon. Ouais. Parce que même chose, tu vas parler peut-être des moments gore, mais même chose, j'ai l'impression que des fois quand on se fait chier, ils font exprès de te mettre d'un coup un truc hyper crade, hyper graphique, hyper, tu vois, gore, justement pour te réveiller un peu. J'appelle ça l'effet The Walking Dead. Ouais.
tu Ouais, vois. mais sur 1h40, c'est pas. Non, Ça non. me surprend pas en fait. Le film a besoin d'avoir ces moments forts pour te réveiller, quoi. Surtout avec un concept qui peut être aussi lassant. Je trouve que le film il l'est pas. Et je m'attendais pas ça de Francis Lawrence, mais putain, il a fait un plan qui va me rester pendant un moment. Ouais, non, j'en ai 3-4 moi que j'ai encore en tête. Il a fait quoi d'autre, le monsieur Hunger Games, Je suis une Ah oui, légende, ok. De l'eau pour les éléphants. Quand même, hein, tu vois, il a fait des films. Je savais pas du tout que c'était lui. Bon, et pour préciser le plan auquel je pense, c'est le plan qui est totalement contre-jour. Au final, c'est que des ombres et Oui, t'as que la lueur des. C'est vrai, moi j'aimais beaucoup peut-être la séquence de. Où on filmait vraiment la route quand on tombe sur une espèce de montée et qu'il pleut. Et à la limite, là j'étais content parce que je trouvais qu'on n'était plus forcément que dans du plan poitrine sur les personnages. Donc il y a certains moments, effectivement, il arrive quand même à essayer de mettre en scène quelque chose autour des personnages. C'est un challenge de mise en scène, hein, quand même. Comment tu fais pour varier ta mise en scène et rendre ton film pas trop chiant avec juste des gens qui marchent. Ouais, alors j'adore un des derniers plans avec McBride qui tient un flingue avec la pluie. Je trouve le plan, mais genre il me reste, je l'aime tellement. Une grosse bêtise que le film fait, par contre, encore une fois, peut-être, c'est dans le bouquin, tout le monde sur les bords de route peuvent assister à la marche ou crève, alors que là, bah, littéralement, ils sont tout seuls sur la route. C'est débile. Et ils le disent, c'est autorisé que quand il y a les deux derniers. Ouais, t'es en mode, pourquoi C'est comme le Tour de France, le public venait trop en plein milieu du cortège, il y avait des accidents. Bah ouais, mais je sais pas, ça faisait partie justement du bouquin, que le fait que Ray Garratti, il est dans son état à lui, donc forcément t'as les gens qui sont en mode ouais, Ray, et en fait que des gens allaient intervenir de temps à autre sur la marche, je trouvais ça chouette, et là ça allait pas. Mais sinon, non, moi j'adore le film. Okay. Voilà. Ah oui, McBride et Garratti. La bromance. Best bromance ever. C'est vrai que là, les et deux. Du coup, Cooper Hoffman. Bah, pas mal, ouais. Il avait fait un truc depuis Licorice au cinéma ou pas? Ça me dit rien. Même pas. Non, mais les acteurs sont super bons, quoi. Voilà, quoi. Pour moi, tout le contrat est rempli. J'en attendais pas plus d'un film marche ou crève. Surtout vu le bouquin. J'allais dire, on est vachement long pour un film qui est censé être rattrapage quand même. Ah ouais, ça fait combien de temps qu'on en parle? Oh, je sais pas, mais bon, 5-6 minutes, voire plus. Hein. Ouais, écoute, il fallait en parler. Eh ben, on passe à la suite. Pour Sirat. Du coup, tu l'as pas vu, Julien? Non, j'ai eu un empêchement qui m'a empêché de le voir. Ce film, je n'arrive pas à le voir. Les 2 fois que j'ai voulu aller le voir, j'ai eu un truc qui m'a empêché de le voir, mais j'aurais beaucoup aimé le voir pour le comparer justement à Un simple accident et Valeurs sentimentales. Voilà. Est-ce que du coup, il vaut sa récompense à Cannes? Ce qu'il avait l'air très intriguant, moi, je trouve. Ou est-ce que c'est un pétard mouillé? Justement, sur le moment, quand j'ai vécu ce film, parce que c'est un film qui se vit, hein, y a beaucoup. La place de la musique est importante dedans, même de l'imagerie de manière générale. En fait, c'est un film qui va vraiment te laisser réfléchir. En fait, qui va justement. J'avais vu beaucoup de gens qui le comparaient un peu à l'esthétique de Lynch sur certains points, sur le fait que c'est un peu à toi d'interpréter ce que tu vas voir à l'écran, que ça va vraiment tomber un peu dans l'onirique. Et pour le coup, le film m'a vraiment marqué parce que si je dois résumer, pour résumer le film, c'est un père de famille qui recherche, à l'aide de son fils, qui recherche sa fille qui a fugué, et il part au Maroc dans un désert où vous avez des jeunes, comment on dit ça, des rave parties, des rêveurs, des toughers, et qui essayent de retrouver sa fille. Et à un certain moment dans le film, il y a quelque chose qui arrive, qui est très choquant. Pour le coup, moi qui a l'habitude qui aime beaucoup les trucs un peu choquants, un peu comme Jérém Lars von Trier, des trucs un peu qui peuvent vous mettre un coup de poing. T'es pas quelqu'un qui est choqué facilement graphiquement. Exactement. J'aime beaucoup Haneke, j'aime beaucoup Lars von Trier, j'aime beaucoup de réels. C'est là qu'il te faut quand même, il faut que ce soit lourd pour que ça arrive à te. J'ai commencé par regarder du cinéma de Gaspard Noé très jeune, des trucs comme ça, tu vois. Et pour le coup, là c'est la première fois que j'ai ce sentiment, il s'est passé un truc dans le film, et j'ai voulu sortir de la salle. Oh. Ah oui, quand même. Vraiment un truc qui m'a mis mal, et j'ai eu la boule au ventre. Ne dis rien. Et je vais rien dire. Et après coup, il y a énormément d'explosions, des trucs mais horribles. Et en fait, à la fin du film, je savais plus trop quoi en penser, parce que comme j'aime beaucoup cet effet-là dans le cinéma, c'était grave mon truc, quoi. J'étais content. Et après coup, je me suis quand même dit, est-ce que c'était pas juste facile, quoi? Est-ce que c'était pas juste choqué pour choquer? Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Est-ce que c'était vraiment nécessaire? J'ai l'impression que ce qui arrive dans ce film-là, ça permet ensuite, après coup, de beaucoup, comme je disais, réfléchir. Beaucoup réfléchir. Ça parle beaucoup du deuil, Sirat. Ça te parle de comment, dans un endroit comme le désert du Maroc, comment tu vas avoir des personnages qui vont se mettre à réfléchir sur eux-mêmes et essayer de se remettre en question. Mais après coup, je sais pas trop. J'ai l'impression que c'est plutôt le film que tu vas aimer si tu as réussi à bien communiquer avec, en fait. Et des personnes vont regarder ce film, ils vont pas du tout
avoir cet esprit-là de communiquer, de réfléchir, et ça marchera pas, quoi. Ouais, parce que je t'avoue que moi, l'esthétique du film, enfin le truc de teuf de manière générale, genre je suis assez hermétique. Et du coup, c'est pour ça que je suis pas allé le voir le film. Parce que je m'étais dit, bah ça va être de la musique de teuf, me connaissant. Ça arrive un peu, et la musique est souvent présente. Après, ce qui est bien avec la musique de teuf, enfin je ne connais pas exactement, je sais pas c'est quoi comme style de musique, mais ça va être énormément de basses et c'est tout. Pas de paroles, pas d'autres instruments. Donc en fait, le fait qu'il y ait que des basses qui crée un rythme, ça permet en fait à ces personnages de justement se reconnecter avec eux-mêmes en fait, à sentir quelque chose et essayer d'expier leurs fautes ou leur péché ou plein de trucs. Ouais, mais lui qui a pas aimé les basses dans Dune, alors t'imagines s'il a la basse constante. Oui, c'est vrai. Après, ce qui est intéressant, c'est que le film, il y a beaucoup de gens qui critiquent aussi le réalisateur en fait, qui essaye justement de critiquer. En fait, il y a des gens qui critiquent le fait que le réalisateur il ait voulu pointer du doigt tout l'aspect colonisation du Maroc avec des personnages blancs ou d'autres individus qui viennent justement s'approprier les terres qui appartiennent à un peuple, mais en faisant justement un tournage avec des camions, avec de l'électricité dépensée, en faisant tournage justement sur ces mêmes terres. Donc il y avait un truc, j'avais entendu parler voilà, que les gens critiquaient ça, donc c'était un petit point à aborder, mais sinon pour le coup, moi en tout cas... je savais pas quoi vous dire en fait. Mitigé parce que et pas ça dans le m'a... mauvais sens du terme. C'est une expérience. Pour le coup, c'est vrai que c'est une expérience. Et à voir si ça vous touche vous. Mais c'est très choquant. Pour le coup, je me suis caché les yeux. Non mais c'est vraiment graphique. Ça arrive comme ça en fait. Ça arrive comme ça et t'es en mode mais c'est pas arrêté, c'est pas possible. Mais ce garçon a consommé tout Noé, Lars von Trier et Haneke en disant ça va. J'ai l'impression que c'est tellement bien amené que j'ai eu l'impression d'avoir vraiment vécu cette chose, tu vois. Ok. Comme dans la vraie vie en fait, comme ça pourrait arriver dans la vraie vie, comment je pourrais réagir, j'ai réagi de la même façon. Bah c'est fou mec, parce que t'es mitigé, tu cherches tes mots, mais tu m'as donné envie. Ouais. Allez voir Sirat. Est-ce qu'il faut aller voir l'intérêt d'Adam, Jérémy ? Je vais être très rapide sur l'intérêt d'Adam, puisque je vais être assez court comme le film finalement. Je trouve que les performances d'actrices de Anna Maria Bartolomé et Léa Drucker sont géniales. Je m'attendais à ce que ce soit un film typé vraiment full plan séquence, mais non. Je trouve ça intéressant qu'on se concentre pas que sur l'histoire de la mère et de Adam, mais aussi d'autres familles qui gravitent dans les chambres alentours. Mais autrement, le film aurait pu s'arrêter 5 minutes avant. Voilà. Même si les 5 dernières minutes amènent et concluent le propos du film, je trouve que tu aurais coupé 5 minutes avant, ça aurait fait le film encore plus court, certes, mais je l'aurais encore plus apprécié. Voilà. C'est marrant que tu parles des plans séquences, parce que moi, du coup, je voulais aller voir l'intérêt d'Adam. Je reviens sur Sirat. Je devais aller voir Sirat. Je vais dans la salle, je me trompe. Oui. Je sors de la salle. Je vais dans une autre salle, je pensais que c'était l'intérêt d'Adam. Je rentre dans la salle, c'est en première ligne. Et du coup, le fait que tu parles des plans séquences, c'est marrant, c'est que tu associes il y en a pas forcément. Le côté très film social, hôpitaux, etc., à faire du plan séquence comme on pourrait faire un film social. Non, c'est parce que le film était court, moi je pensais ça aussi. Ah, d'accord. Moi je pensais que vu que le film était court, je me suis dit, vas-y, elle va tenter peut-être le coup en plan séquence et tout. Ok. Non, mais non, sinon je trouve que le film fonctionne très bien. C'est juste. C'est un film. Pas osef, mais c'est pas un des films que je ressortirais de l'année, quoi. Voilà. Ok. Bah, sache que. Tu pouvais voir 2,5 fois l'intérêt d'Adam, que moi j'étais encore au cinéma à regarder Avatar 2. C'est une très bonne transition. Merci bien. Fais court. Ouais, court. Non, mais simplement, moi je veux rajouter un fait, parce qu'on se moque de moi en me disant que Avatar 2, c'est exactement le même discours qu'Avatar 1. C'est vrai et faux. Il y a un prolongement sur toutes les questions du rapport extrêmement psychique à la nature, parce que le monde d'Avatar, moi c'est le monde dans lequel j'ai envie de vivre dans ma vie, tu vois. Le monde d'Avatar, c'est littéralement si l'humanité était en communion avec tout le reste de la Terre et qu'il retirait tout le côté machinique, et bah voilà, on en serait là. Donc t'as toutes les thématiques chères à Cameron avec le monde des Marines, le monde mécanique, les objets robotiques. Non, moi ce que j'aime en plus dans ce film-là, qui est nouveau chez Cameron, c'est toute la question de l'éducation d'un père, typiquement américain, dans un univers de science-fiction. Alors là, on m'a dit que je suranalysais. Non, mais c'est intéressant. Dans Avatar 2, Jake Sully, il éduque ses gamins comme s'il éduquait des soldats parce que c'est un Marines. Et justement, le fils, l'aîné, qui répond le plus à ses exigences et qui dit tout le temps « Yes, sir !» et qui répond vraiment aux ordres, et t'as ces autres enfants qui sont beaucoup plus turbulents, et beaucoup de gens ont dit « Ah là là, les enfants de ce Jake Sully, ils sont nuls parce qu'ils sont jamais... ils respectent jamais les ordres. » Et justement, c'est un peu ça le sous-discours du film, c'est-à-dire que t'as les enfants qui sont plus
sensibles à la nature qui vont être turbulents, et t'as un enfant qui est super droit dans ses bottes et qui est super armé, yes sir, et forcément, qui c'est qui crève à la fin du film? Bah voilà. Et je trouve ça super fort comme message. Ce qui est intéressant du coup, c'est que tout le 1 t'explique que Jake Sully, il veut justement s'adapter à ce monde-là et changer. Mais finalement, dans le 2, on comprend que c'est inconsciemment, en fait, il échoue. Ouais. Puisque finalement, il éduque ses enfants comme il aurait pu... Mais c'est un film d'échecs. Hein. Jake Sully, dans le 2, il ne fait que des échecs. Il veut protéger sa famille, il foire. Genre, c'est que ça. Et franchement, moi, j'adore ce film. Je continue de penser que c'est un grand film. Esthétiquement parlant, de toute façon, c'est le plus beau film du monde. Et non, il y a beaucoup plus à tirer dans Avatar 2 qu'on ne le pense. J'ai fait le long, excuse-moi. Non, on se disait... Oh non, on s'est regardé, on est car complice avec Julien au moment où t'as dit Avatar 2, c'est le plus beau film du monde. C'est juste ça. Non, il y a Barry Lyndon. Mais à voir, du coup, dans le 3, qu'est-ce qui va se passer? Le fait que la mère soit totalement coupée de son amour envers ses enfants maintenant, par rapport à la vengeance. Ouais. Non, et puis il y a tout ce truc avec Quaritch et son fils, tout ça. Pardon. Non, mais j'étais content de parler en fait avec une lecture plus sociale en fait. Bah tu oui, vois, mais ça m'intéresse plus de parler d'Avatar avec la lecture sociale plutôt que de dire l'écologie en fait. Tu vois. Non, mais il y a tout ça dans Avatar. En fait, les gens le voient pas, ça m'énerve. C'est incroyable Avatar. Peut-être pas autant de choses. Il y a peut-être pas autant de choses à voir que ça dans Avatar. Non, mais James Cameron n'est pas un couillon quand il est question d'écrire un scénario. Voilà. Il y a une raison pour laquelle Terminator 2 c'est un chef-d'œuvre. Oui, voilà. On en discutera plus en détail de tout ça en décembre. S'il vous plaît. La discussion va être... Nous sommes qu'en octobre. J'espère que tu seras pas déçu, Owen, pour Avatar 3. Mais je serais pas déçu, bon sang. Tomber en dépression. On a vu un extrait du 3 à la fin du 2. C'était trop bien. Oui, c'est vrai. Oh, ça va être trop bien. C'est vrai qu'ils avaient fait ça déjà pour la ressortie du premier. Ils avaient mis un extrait du 2 à la fin. Il va y avoir de la lave et tout. Incroyable. Mais ce sera des espèces du feu avec des sangs. Il y aura de la fumée aussi. Ça va être trop bien. Vous allez voir, il va vous en mettre plein la vue, les gars. C'est le plus grand film de l'année. Joker. Transition, Joker, c'est parti, je m'y attendais pas. Ouais. Du coup, là, pour le Joker, j'ai voulu repartir un peu dans mes petites lectures du ciné. Alors, c'est pas ça va plutôt être des pistes que m'ont évoqué cette lecture. En fait, je suis tombé sur Des Blondes pour Hollywood. D'Adrien Gombaud. Donc c'est édité à Capricci, donc si vous avez déjà lu des trucs de Capricci, c'est toujours des sujets abordés de manière très... c'est vraiment de l'essai en fait, c'est-à-dire qu'on est vraiment de la critique et de l'essai, on prend un sujet et on développe des pistes. Capricci, c'est là où il y avait eu le prodige d'Arnold Schwarzenegger de Mom Silovitch. Et en fait, du coup, qu'est-ce que dit Adrien Gombaud? En fait, sa piste en fait à lui, son accroche, c'est quand Marilyn Monroe est morte, le producteur Harry Cohn de la Columbia aurait dit « Trouvez-moi une autre blonde ». Et en fait, s'en est suivi un tas de blondes en fait, au cinéma qu'on a appelé les doubles de Marilyn. Et en fait, dans ce livre, il va dresser le portrait de plusieurs blondes, donc Mamie Van Doren, Liz Renay, Barbara Nichols, Diana Dors, James Manfield et encore d'autres. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il le montre en fait, dès son introduction, c'est qu'en fait, ces doubles-là en fait, étaient déjà apparus bien avant la mort de Marilyn. Et en fait, cette accroche, en fait, c'est de montrer que, en fait, Hollywood, le rêve d'Hollywood, le rêve capitaliste d'Hollywood, serait été de pouvoir dédoubler, comme il le voulait, n'importe quel acteur ou actrice, puisqu'il faut se rappeler qu'à l'époque, on était dans un monde où c'était les studios qui avaient le contrôle sur les films, où toute l'économie, la production passait par les 4 ou 5 majors d'Hollywood, et où justement les producteurs avaient un contrôle total sur les stars, c'est-à-dire que les stars avaient été liés à des contrats, avaient très peu de marge de manœuvre, et qu'il y avait vraiment un contrôle sur leur vie privée. Et en fait, à partir de ça, je suis aussi allé faire mes petites recherches sur Marilyn, et en fait, je suis tombé sur un autre article qui, pour le coup, est beaucoup plus vieux. C'est-à-dire que là, ce livre, il a 2 ans, je crois, 1 an et demi, 2 ans, et moi, je suis tombé sur un article qui date des années 80, et qui s'appelait « Autopsie d'un mythe, Marilyn Monroe », qui avait été écrit par Noël de Chambrin. Et en fait, en croisant ces deux choses, on trouve des choses assez intéressantes, justement. Du coup, comme je vous disais, là, on va avoir tout ce panorama des différentes blondes, et on peut dire que les 2 grosses blondes qui reviennent à côté de Marilyn Monroe, donc on a Mamie Van Doren et James Manfield. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles incarnent vraiment en fait 2 pôles différents. D'un côté, en fait, on a donc Marilyn Monroe, qui serait cette blonde originale des années 50, des années 50, début 60, qui devient une icône dans la tragédie. Et d'un côté, on aurait Mamie Van Doren,
actrice beaucoup moins connue, en fait, qui est toujours vivante aujourd'hui et qui publie régulièrement sur Twitter. C'est comme ça que l'auteur de ce livre est tombé dessus en lisant ses tweets. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est qu'en fait, c'est le côté un peu parodique de Marilyn Monroe, mais dans le sens où elle fait revivre une sorte d'âge d'or un peu perdu, un peu à l'instar de tous ces sosies de Marilyn Monroe que tu trouverais dans un dîner, un peu à la Pulp Fiction, il a cette référence notamment. Et d'un côté, tu as le côté beaucoup plus tragique qui serait celui-là de Jane Mansfield, où pour le coup, c'est l'actrice qui a tellement voulu devenir Monroe pour réussir qu'elle est arrivée à une telle parodie, mais une parodie qui s'est transformée en farce. C'est-à-dire que Jane Mansfield, en fait, on l'a trouvé tellement ridicule dans sa copie de Marilyn Monroe, copie en fait qu'elle n'a pas vraiment décidé, elle n'a pas vraiment eu le choix, c'est-à-dire qu'on lui a proposé des rôles justement parce qu'elle était blonde, etc., qu'elle avait un beau physique, mais qui tourne à la farce où en fait, qu'est-ce qu'on retient de Jane Mansfield? Généralement, c'est sa photo avec Sophia Loren. Je pense que vous la connaissez. Vous avez Jane Mansfield en fait qui est à côté de Sophia Loren. En fait, il y a Sophia Loren qui regarde son décolleté. Et elle est très connue cette photo. C'est un peu tout ce qu'on retient finalement de Jane Mansfield, et c'est comment finalement cette parodie de Marilyn Monroe tombe à la farce en fait, et c'est très tragique le destin qui s'ensuit. Et en fait justement c'est là que je suis tombé sur l'article dont je vous parlais juste avant, c'est qu'en fait toutes ces figures de blondes, c'est ce qu'on a appelé les dumb blondes, c'est-à-dire les blondes idiotes, et c'est comment en fait ça s'est développé cette histoire d'avoir des blondes très idiotes. Et en fait ce que montre un peu Noël de Chambrun, ce qu'elle évoque comme piste notamment, c'est que dans les années 50, dans les années justement d'après-guerre, on est dans un cinéma ultra de consommation, c'est-à-dire qu'on est juste là pour montrer cette Amérique d'après-guerre qui a réussi, donc tout est dans la consommation, le fait d'aller au cinéma, dans le divertissement pur. En fait, tout ce qui est vu comme intellectuel, c'est mal vu, notamment parce que les intellectuels autour d'Hollywood sont accusés de communisme, le fait de réfléchir, tout ça, aller contre le modèle américain, c'est mal vu, donc en fait, il faut plutôt des personnages qui sont des personnages qui veulent juste profiter de la vie, et donc c'est ce que tu as avec Marilyn Monroe, c'est-à-dire le personnage d'une blonde qui ne s'intéresse qu'à l'argent. Par exemple, je prends l'exemple de les hommes préfèrent les blondes, où vous avez la célèbre chanson où tout ce qu'elle demande c'est des diamants. Et en fait c'est intéressant en fait de voir justement ce développement de personnages-là en croisant justement avec ce bouquin qui te montre les différents destins de blonde au cinéma. Et le truc aussi que je me faisais remarquer, c'est que dans les années 40, c'est plutôt l'inverse, c'est qu'on a plutôt les modèles de femmes fatales des films noirs, Joan Crawford, ce genre de personnage, Stan Wick aussi en actrice. Et c'est assez intéressant de voir comment en fait la société façonne elle-même en fait la propre production cinématographique et comment celle-ci s'adapte à la société. Voilà, c'est vraiment plein de petites pistes comme ça que j'ai eues en regardant ces livres. Et une chose que justement je retrouve intéressante, c'est comme il disait au début, le rêve d'Hollywood, c'était justement de multiplier ces Marilyn pour en fait faire de l'argent à volonté, ce qui n'a pas pu marcher du coup, puisque personne n'a réussi à trouver cette chose iconique. Pourquoi ils ont voulu remplacer Marilyn? Parce que Marilyn, à la fin des années 50, elle en a marre de son personnage de blonde idiote, et que, tandis qu'à Hollywood, on la voit comme la blonde idiote, elle, à New York, en fait, elle est plutôt vue comme l'actrice du théâtre et du cinéma indépendant, en fait, notamment avec sa relation avec Arthur Miller, qui est un grand homme de théâtre. On la voit plutôt comme ce modèle que pourrait être... littéralement une actrice de la nouvelle vague, par exemple, ce côté beaucoup plus centré sur l'acteur, sur la personnalité, sur l'âme en fait. Et ce que dit justement l'auteur du livre, c'est que le seul moment où Hollywood a plus ou moins réussi ce rêve capitaliste de multiplication, c'est avec le film de super-héros. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un acteur ou une actrice que tu pouvais multiplier en boucle, on avait un personnage genre Iron Man, Spider-Man, que tu peux répliquer en boucle dans des franchises à l'infini. En fait, dans une réalité parallèle, Monroe, elle aurait pu être dans Un bout de souffle, à la place de Kinsey. Mais c'est ça en fait, c'est totalement ça. Par contre, du coup, en t'écoutant, je regardais quand même la trajectoire de Jane Mansfield. C'est terrible ce qui lui est arrivé. Ah oui, c'est très tragique. Genre, icône déchue, noyée dans l'alcool et les psychotropes, morte dans un accident de camion, oui. En train de faire des tournées bidons. En fait, oui, elle faisait globalement que des grosses tournées de cabaret, en fait. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment plein de petites pistes qui me sont venues à cette lecture. Mais c'est marrant parce que par rapport à la multiplication d'icônes blondes, moi ça me fait penser à la multiplication de Bruce Lee. Quand oui, par exemple, en fait, dès que tu as ce qu'on appelle une exploitation, en fait, la Bruce exploitation, une fois que Bruce Lee est mort, c'est très riche, c'est très fourre-tout. Je réfléchis, je parlais de multiplication avec les films de super-héros, mais vu que ça commence un peu à s'essouffler, même si si Marvel essaye de relancer le truc, là il y a Avengers Doomsday qui sort l'année prochaine.
Et du coup, je sais pas si ça va relancer la fabrique, mais qu'est-ce qu'on pourrait peut-être pointer du doigt actuellement? Qu'est-ce qui pourrait marcher? Mais moi, je te parlais justement, ça me fait penser à l'inverse, tu vois, où on va réutiliser un acteur pour différents rôles dans un même truc. Tu vois, Robert Downey Jr. qui revient pour faire un rôle totalement différent de ce qu'il a fait. Et est-ce que ça va pas être ça le futur, c'est de te dire de jouer totalement sur le méta et de prendre un acteur similaire qui va jouer plusieurs rôles, tu vois, dans une même saga. Est-ce que Robert Downey Jr. ce serait pas le premier à faire ça? Je sais pas si c'était le premier, et est-ce que ça tendrait pas à faire à ça, tu vois? Il y avait déjà ce truc-là avec, je sais pas si on est toujours dans la thématique, hein, mais avec American Horror Story, tu sais, le fait d'avoir l'anthologie par saison. La mathématique, elle est très large et des pistes qui s'évoquent en fait à travers de cette lecture. Mais oui, tu as cette idée dans American Horror Story, dans l'anthologie, de prendre un acteur et de lui faire plusieurs rôles. Mais c'est ce que fait plus ou moins American Horror Story, c'est d'essayer de garder plus ou moins l'aura qui s'accorde à un acteur, quoique les rôles sont assez différents selon les saisons. C'est sûr. Tu me diras... Et voilà, de plus démultiplier les acteurs, mais de démultiplier les rôles pour un même acteur. Mais après, la question s'y se pose, parce que là, il y a eu, je pense que vous avez vu la grosse polémique avec l'actrice générée en IA. Et en fait, c'est aussi d'actualité. C'est-à-dire que si le but d'Hollywood, dans une logique de production et de rentabilité, si elle a moyen d'avoir des acteurs que tu peux ne pas payer cher et que tu peux reproduire à l'infini, ils sont gagnants. Et c'est ce qu'on disait plus ou moins tout à l'heure avec l'histoire de Nouvelle Vague, c'est que à bout de souffle, mais de manière générale, tu prends l'exemple du nouvel Hollywood, ce qui a tué les Nouvelles Vagues, c'est que les producteurs ont utilisé les méthodes peu chères de ces films-là pour les distribuer à grande échelle, en fait. Et c'est un peu la même logique que tu as là. Peut-être que les thématiques très blondes, enfin, redis-moi La dumb blonde. La dumb blonde, ou même juste la Bruce Plotation, elle était possible aussi peut-être parce qu'à l'époque les acteurs étaient moins versatiles, ils étaient plus ancrés dans un genre. Je pense que John Wayne a eu cette même problématique là. Avec le western. Ouais, on a eu beaucoup d'héritiers de John Wayne dans le style de John Wayne, et vu qu'aujourd'hui les acteurs sont beaucoup plus versatiles. Et après, on a beaucoup moins de starification aussi aujourd'hui. On a plus ce côté icône star qui est cantonné à une chose. Parce que maintenant, à l'époque, tu allais voir ces gens-là, tu les voyais que au cinéma, alors que maintenant tu les vois sur tes réseaux sociaux, tu les vois un peu partout. Genre Tom Holland, tu vas aller voir son Insta, tu sais que ce matin il a mangé son petit café avec un croissant au beurre avec Zendaya, et voilà quoi. Ça nous rend plus proches, mais ça les mystifie moins. Et je pense qu'aucun acteur actuel ne pourra atteindre cette forme de mysticisme que pouvait avoir Monroe. Mais après, ce que tu as comme contre-argument qui m'est venu aussi, c'est la figure de blonde Hitchcockienne, en fait, qui est à l'inverse de la dumb blonde, pour le coup. Tu regardes Fenêtre sur cour avec Grace Kelly, c'est vraiment l'inverse, en fait. C'est plutôt des blondes qui sont glamour, et en plus de ça, qui sont à l'origine de la résolution des films. Voilà. Mais du coup, en fait, de manière plus générale, en fait, tout ce que fait Capricci en termes d'essais cinématographiques, c'est vraiment bien. Donc, si vous voulez lire des essais sur le cinéma, Capricci, en fait c'est les éditeurs qui sont liés à SoFilm. C'est vraiment bien de manière générale, c'est toujours des essais, des pistes de cinéma, des réflexions qui sont très intéressantes. Je regarde un petit peu les autres sélections de Capricci. Je vois les premiers, c'est sur Werner Herzog. Ah non, c'est Werner Herzog qui a écrit lui-même. Est-ce que je sais lire? Après, ils sont surtout aussi connus pour les Capricci Story. C'est des petites biographies en fait de 100 pages. T'as celle de Bruce Lee. Ouais, moi j'ai c'est celle. du Capricci que tu m'avais. Ouais, c'est ça. Et moi j'ai celle sur Audrey Hepburn aussi. Ah bah tu vois, je vois faire un film de Sidney Lumet, mais ça, c'est. Mais parce qu'en plus Capricci, quand ils te font la biographie, c'est-à-dire qu'en fait t'as la biographie chronologique, mais en fait ils font toujours une sorte de thématisation et ils essaient de ressortir en fait ce que tu peux avoir d'une star. J'avais fait un joker à un moment quand je faisais la comparaison entre Arnold Schwarzenegger et Audrey Hepburn justement. Ça venait du Audrey Hepburn, une star pour tous, où justement toute la réflexion derrière la biographie d'Audrey Hepburn, c'était de montrer qu'elle arrivait à parler à tout le monde en fait à travers sa figure à elle. Ah oui, une star pour tous. Je vois là, Bruce Lee, gladiateur chinois, Takeshi Kitano. Voilà, c'est bien Capricci. Il y en a un qui me donne bien envie par contre, c'est Roger Corman, Comment j'ai fait 100 films sans jamais perdre un centime. Ce qui est drôle, je repensais à la Star System. Effectivement, actuellement, ça existe un peu moins, mais il y a toujours encore certains médias qui ont toujours cette esthétique de Star System. Je pensais surtout aux acteurs, actrices qui sont porte-étendard d'une marque de parfum ou de mode luxe. Charlize Theron avec Dior. Voilà, tu vois, par exemple. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, quand je vois les affiches de marques de luxe, j'ai un peu l'impression que c'est comme à l'époque, un peu sur ce côté Star System, icône à glorifier, non? Et je sais pas, qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Qu'il y a des choses.
La société, elle évolue. C'est vrai que c'était intéressant, mais c'est vrai que c'était hyper ouvert. Ah, du mais coup, c'est vraiment des pistes de réflexion qui me sont venues. C'est exactement pour ça que je suis filé le Joker la dernière fois. Hein. J'avais envie d'écouter ça un petit peu. C'était très anarchique par contre. Ça manquait clairement d'un bon verre de vin blanc là, en t'écoutant en mode Tell me more about Marilyn. Actuellement, il n'y a plus de double de Marilyn, c'est terminé. Bah en vrai, non, parce que t'as plus cette icône de blonde, enfin comme l'était, je pense, les blondes, ces blondes des années 50 en fait. Parce que là, en blonde connue, t'aurais Margot Robbie, mais je trouve pas qu'elle ait cette figure, en tout cas, elle l'a plus de dumb blonde. Et je crois que même dans le Loup de Wall Street, elle a pas tant que ça, elle a le figure de la blonde glamour et belle femme, mais elle a pas non plus le côté idiot, je trouve. Bien que tu peux faire des comparaisons entre leurs deux carrières, hein, Monroe et Robbie en vrai. Non, mais après, genre, c'est la blonde, genre la couleur blonde qui était l'identité de cette actrice. Oui, Alors que mais en fait, maintenant- c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, là, ce qu'on voit, c'est que la plupart des autres blondes post ou pré-Marilyn, en fait, elles se teignent les cheveux. Voilà. Mais de base, Marilyn Monroe, elle est pas blonde non plus. Hein. Non, mais même genre les acteurs et actrices, tu les vois maintenant avec tout plein de couleurs différentes selon les films. Là, par exemple, Charlize Theron, tu vois, genre elle est blonde, mais genre c'est pas le fait qu'elle soit blonde qui fait qu'on ait retenu Charlize Theron. Au contraire, justement, quand on dit Charlize Theron, on pense à Mad Max, Voilà. les cheveux rasés. Et c'est l'actrice Jeanne Harlow qui a lancé dans les années 30 cette mode des cheveux blond platine. Ok. Elle se foutait tellement de produits sur les cheveux qu'elle en a perdu ses cheveux en fait et qu'elle devait porter une perruque. Quelle tristesse. Voilà. Mais c'est vrai que comme tu Mais en disais, fait, ça pourrait maintenant- ouvrir toute une réflexion sur le star system. En fait, le star system, c'est tellement vaste, en termes de contenu, qu'il faudrait un épisode à lui tout seul. Eh ben, merci beaucoup pour ce Joker que j'ai trouvé très riche et qui surtout ouvre pas mal de pistes et qui fait un petit peu peur pour celui qui aura le prochain Joker. De ouf. C'était qui avant toi, Owen? Alors là, c'est faut vu, remonter parce là. que justement- Alors justement, c'était Bassem et avant Ouais. ça, c'était moi. Et avant ça, je sais pas. Mais là, on remonte à genre 5-6 épisodes. Ouais, ça fait un moment. Donc c'est soit Fred, Soit moi. Jérém. Non, bah, c'était toi qui me l'as filé. Ouais, mais. Bah, tu Mais peux ouais, être. Ouais, tu sais, le ping-pong, il se renvoie Ouais, la balle. peut-être, En fait, ouais. on a aucun Joker de la saison, il se renvoie la balle à eux deux. Ah ouais, voilà. Ah, Allez, je le donne à Fred, qui le donnera à Jérém après. Enfin, ça se trouve, il va me snobber. Je te le donnerai pas, je le me donnerai encore à moi. Oh oui, je vais la garder 3 épisodes cette il va fois. faire un Joker en 3 éditions là. Oh, sur une année, en fait. Ah. C'est mon but. En fait, c'est un Joker qui se file tout au long de l'année. C'est ça. Non, mais ça se trouve, entre temps, on aura des invités, je ne sais pas. Oui, peut-être. Oui, si on a un invité, il n'y a pas de problème. Je le refile en tout cas. Ok. Eh ben, c'est gentil de ta part d'être. Conciliant avec nos invités. Ouais, généreux, doux, beau, fort. Arrête. Ah Pourquoi j'ai glissé dans Je ça sais pas. C'est peut-être parce que je t'ai regardé. Non, mais je cherche une conclusion à cet épisode. Ah, mais- ok. Non, bah, déjà, bah, on va avoir l'interview de. Ouais, de Mathieu Panchina. Voilà, qui arrive dans pas longtemps. Et dans le prochain épisode, on risque de parler de Chien 51, je crois. Exactement. Facile. Ah, tu l'attends, toi, depuis un moment. Bah, j'ai pas lu le livre pour rien, d'accord? Peut-être, bah moi justement, je suis en train de commencer à lire le bouquin. Peut-être que ça peut être une voie, une piste, peut-être une thématique sur les adaptations, peut-être. Oh, c'est large. Hein. Non, mais C'est en large. vrai, les gars, genre, c'est pas pour dire, hein, mais là, les sorties ciné d'octobre. Ah oui, il y a, il y a Oh là là. énormément de choses. Le prochain, le film de Kristen Stewart. Ouais. Ah oui. Camelot. Arco. Ça a l'air vachement bien, le film de Kristen Stewart. Ouais, j'ai vraiment hâte. Il y a aussi Marcel Pagnol, Ouais. le film Il y d'animation. a L'homme qui rétrécit. Il y a la disparition de Joseph Mengele. J'avais lu le bouquin quand j'étais au lycée. Ah ok. Voilà. Il y a le film d'Arnaud Desplechin aussi. Ouais, mais ça a l'air François nul. Avec Il y a le François biopic Civil. avec Jeremy Allen White, là, Bruce Springsteen. Springsteen. Ah ouais, ça c'est Euh, fin octobre tout ça. Ouais, mais ça, c'est des trucs qui sortent le lendemain. Enfin, la veille de notre Mais enregistrement. nous, on a déjà pas mal de trucs. Ouais. Non, il y a beaucoup de choses. Hein. Ça va être assez. Tom Black Holland. Phone 2. Enfin, il y a plein de trucs. Hein. Il y a plein de trucs intéressants. Ouais. Il y a Guillermo del Toro. Oui, mais ça c'est que sur Netflix. Ouais, mais bon, ça nous empêche pas d'en Frankenstein. parler. Oui, Ouais, Ouais. le il Frankenstein. a l'air oufissime. C'est vrai que ça a l'air pas mal. Donc voilà, dans 2 semaines, on va parler de beaucoup de choses. Oui. Enfin, Je pense- ou dans 4 semaines aussi, parce que ça se trouve, va falloir qu'on Bon, je fasse pense sur qu'on les va- deux On va là. rester sur des émissions sans thématique. Hein. On va Ouais, peut-être ouais, essayer non, de brasser mais- un peu tout ça. Là, il y a beaucoup de choses intéressantes qui sortent dans la dernière moitié de l'année. Donc, soyez au rendez-vous. Si vous avez aimé cet épisode-là, bah, faut le réécouter. Oui, 2, 3 fois, 4 fois. Le mettre la nuit si vous voulez pour vous endormir. Voilà. Vous pouvez nous suivre sur Insta, sur TikTok et sur YouTube aussi. Et donc voilà. Mettez-nous des petites étoiles là aussi sur tout ce qui est Spotify et tout. C'est pas mal. Voilà. Ouais, et partagez aussi. Et faites l'amour, pas la guerre. Aimez-vous. Ouais. On est Salut. prêt à ça. Aimez-vous, bordel!
Salut. 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 Salut.